savez ce que c'est qu'une facture électronique? Justement non, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, si vous prenez une facture que vous recevez par mail, ce n'est pas forcément une facture électronique. Ça peut en être une, mais vous n'allez pas forcément le savoir tout de suite. Donc, un PDF que vous recevez par mail n'est pas une facture électronique, c'est une facture dématérialisée. Donc ça, il faut le savoir. Donc tout ce que vous recevez majoritairement aujourd'hui dans votre boîte mail, ce ne sont pas des factures électroniques. La facture électronique, en fait, c'est la transmission d'informations qui vont être utilisées par une machine. Alors quand vous recevez un PDF, vous avez une facture qui est lisible. Le principe qui a été adopté en France, c'est d'avoir un mix des deux, ce qu'on appelle la facture X. En réalité, vous allez recevoir un PDF, donc pour vous, c'est une facture lisible qui a la même forme qu'aujourd'hui la facture dématérialisée, mais dans laquelle on aura un fichier qu'on appelle un fichier XML, le terme, mais dans lequel on retrouve l'information qui peut être lue par la machine. Ça, c'est le format qui a été retenu en France, à savoir que c'est le même format en Allemagne. On est les deux seuls pays pour l'instant en Europe à avoir adopté ce format-là et qui sera le même donc en France et en Allemagne. Et donc, cette transmission peut être accompagnée, c'est ce que j'explique, d'une image PDF. Si vous recevez une facture X, vous aurez une image PDF. Mais la facture électronique n'est pas forcément que des factures X, parce qu'elle existe déjà, et on vous en parlera tout à l'heure. En termes d'obligations, il y a un calendrier, et c'est pour ça qu'on vous fait venir ici. Alors vous allez dire, ouais, 1er juillet 2024, c'est pas tout de suite. 1er juillet 2024, il y aura une obligation d'émission pour l'ensemble des grandes entreprises qui sont des entreprises qui ont un effectif supérieur à 5000 personnes, un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard. Donc, on apprécierait d'avoir des clients qui font ce chiffre-là, mais je peux vous assurer qu'il n'y en a pas. Donc, personne d'entre vous ne rentre dans ce schéma-là. Donc, à partir de juillet 2024, émission des factures sous format électronique pour les grandes entreprises. Donc, c'est là où vous allez tous être impactés. C'est que quand vous allez avoir une entreprise comme Orange, comme EDF, comme fournisseur, forcément vous recevrez ces factures sous format électronique puisque eux, ils n'auront plus le choix que de faire autrement que de vous envoyer une facture sous format électronique. 1er janvier 2025, c'est les ETI, donc pareil, on a malheureusement pour nous ou pour vous aucun client qui est concerné, effectif supérieur à 250 personnes, chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard. Et la prochaine échéance, c'est celle du 1er janvier 2026 qui là pour le coup vous concerne tous. À partir du 1er janvier 2026, vous serez tous obligés, TPE, PME, de faire des factures électroniques, d'émettre des factures électroniques. Donc là, personne n'y échappera en janvier 2026. Alors vous me direz pourquoi on vous fait venir aussitôt ? Parce que ça, c'est pour l'émission de facture. En revanche, pour la réception, comme je l'ai expliqué, à partir de janvier 2024, une grande partie des entreprises, des grandes entreprises vont être dans l'obligation d'émettre des factures électroniques. Et donc vous n'aurez pas d'autre choix que de les réceptionner. Et c'est ça toute la difficulté. Donc si on prend aujourd'hui les modes de réception de factures que vous avez tous, le premier c'est simple, c'est le papier. Donc ça va disparaître, mais pour l'instant c'est encore le mode le plus utilisé, c'est de recevoir des factures papier. Le deuxième, vous l'avez dit, c'est des factures dématérialisées, donc des factures que vous recevez en PDF sur vos boîtes mail ou que vous allez chercher sur les sites des fournisseurs. Donc en gros, on a déjà ces trois modes aujourd'hui de réception de factures. Et en fait, on va en rajouter un quatrième, qui est la facturation électronique. Pourquoi je dis en rajoutant ? Parce que vous n'allez pas recevoir la facture électronique sur une boîte mail. Ça va passer par des plateformes. Et c'est ça le sujet, et c'est pour ça qu'on vous convie aujourd'hui, parce que 1er juillet 2024, il faut avoir choisi sa plateforme, idéalement dans les 6 mois qui précèdent. Donc on va dire que la prochaine échéance, c'est l'année prochaine à la même date. C'est pour ça qu'on peut déjà pratiquement inscrire le fait que l'année prochaine, on se revoit. Parce que moi, aujourd'hui, très clairement, je vous le dis tout de suite, on va parler de ces plateformes qui permettent de réceptionner les factures. Il en existe déjà, mais aujourd'hui, elles sont à l'état de conception. Donc nous, on n'est pas là pour vous en proposer une aujourd'hui. Par contre, ce qu'on va faire, et c'est pour ça qu'on vous a convié, c'est chercher des plateformes, vous inviter à le faire pour ceux qui ont des activités spécifiques et qu'on puisse, nous, pendant cette année 2023, échanger pour qu'on arrive à l'échéance de fin d'année 2023 à ce que vous puissiez choisir la plateforme qui vous corresponde. Parce que si vous n'avez pas choisi de plateforme, on va vous expliquer ce qui va se passer après. Objectif de la loi.
alléger les charges des entreprises, diminuer le délai de paiement. Donc ça, c'est un objectif. C'est-à-dire, en fait, c'est assez sympa parce que le gouvernement choisit de définir des critères de délai de paiement, mais qui ne s'appliquent pas à lui-même. Mais pour autant, il va quand même aller vérifier que les entreprises le respectent. Hein. Il y a aussi une notion de coût. Le coût global de traitement d'une facture électronique, il est inférieur à celui d'un timbre, alors que celui d'une facture papier est supérieur à 10 €. Ça, c'est en moyenne ce qu'on calcule. Pourquoi le coût de traitement? On n'inclut pas simplement l'impression du papier, on inclut le temps que vous allez passer à imprimer une facture, la mettre sous pli, l'enveloppe, le timbre, aller à la poste, tout ça c'est du temps de traitement, c'est du temps, et donc ça a un coût. Donc là, vous avez effectivement un petit schéma, hein. Je vais pas forcément passer énormément de temps dessus, mais en gros, facture papier 11 €, environ 11 €, facture électronique à peu près 5 €. Parce que la facture électronique, et ça aussi c'est pour ça qu'on vous convie, la facture électronique, elle aura un coût. C'est pas parce que c'est une facture sous format dématérialisé que ça ne coûtera rien. Ça, il faut aussi qu'on se le dise tout de suite. On vous rappelle ici simplement les délais de paiement légaux maximum, 30 jours après réception pour la partie alimentaire, 45 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture, 60 jours après l'émission de la facture. Ça, c'est des délais que vous êtes censés normalement respecter. Le principe et l'objectif de la loi, c'est justement de faire en sorte d'avoir un regard là-dessus pour pouvoir le suivre et éventuellement, peut-être qu'un jour ça arrivera, sanctionner les entreprises qui ne respectent pas ces délais. Donc le deuxième objectif, c'est de simplifier à terme les obligations déclaratives en matière de TVA. En gros, à partir du moment où vous émettrez une facture électronique, le fisc, l'administration, va récupérer une partie de ces informations. Une partie des informations lui sont utiles pour pouvoir faire un certain nombre de calculs. On va prendre un exemple très concret et que vous allez tous comprendre. Au moment du Covid, on a distribué des aides. Comment on a distribué des aides? De manière égalitaire. C'est très bien, mais c'est pas complètement juste. C'est-à-dire qu'on a distribué des aides d'un même montant pour des entreprises qui n'avaient pas forcément autant besoin que d'autres. Si on regarde le pendant en Italie, vous verrez tout à l'heure, on vous donnera un tableau. L'Italie est un des pays européens où ils sont le plus en avance en facture électronique. Ils ont forcément aujourd'hui beaucoup plus d'informations que ne dispose aujourd'hui l'administration fiscale française. Et donc, ils ont pu déterminer le montant des aides en fonction de la taille des entreprises. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à nous. Donc, c'est aussi un des objectifs du gouvernement. C'est pas simplement que pour avoir des informations pour faire la déclaration de TVA, mais aussi. Donc, ça veut dire qu'à terme, ils envisagent de pouvoir faire les déclarations de TVA à votre place, donc forcément à la nôtre. Et également, un troisième objectif, c'est améliorer la détection de la fraude, parce que évidemment, une facture aujourd'hui papier, ou même une facture PDF, on peut assez facilement, excusez-moi de le dire comme ça, mais faire une copie, changer un nom, c'est une fausse facture. Avec une facture électronique, on n'a plus ce problème-là. Donc je reviens juste à un sujet dont j'ai à peu près parlé à tout le monde au moment de la période de bilan précédente, c'est ce que j'appelle la piste d'audit fiable. C'est la vérification qu'en fait, quand on a une facture, elle correspond bien à une réelle dépense. Aujourd'hui, le seul moyen de le prouver, c'est pas simplement de prouver que vous l'avez payé, parce que je peux très bien me payer moi et dire que j'ai payé l'entreprise du pont. En réalité, il y a une trace de paiement, mais c'est pas forcément la bonne personne que j'ai payée. Quand on va émettre une facture électronique, le fisc a la certitude de la provenance de la facture. Donc il n'y a plus de sujet de ce qu'on appelle la piste d'audit fiable, de prouver qu'en fait, la facture, elle est bien liée à une réalité de commande. C'est ça le sujet. C'est pour ça que le fisc veut absolument qu'on aille vers la facture électronique pour régler ce problème-là. Enfin, le dernier point, c'est améliorer la connaissance de l'activité des entreprises. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est effectivement savoir ce qui se passe dans les entreprises en temps réel et pas attendre qu'un bilan soit fait un an après pour savoir si les entreprises françaises se portent bien ou pas. Donc rapidement ici, vous avez le mouvement international. Ce que je vous disais, l'Italie qui est très en avance, sensible. Alors, B2G, B2B, B2C, rapidement, ça c'est quand une entreprise, elle commerce avec le gouvernement, quand une entreprise, elle commerce avec une entreprise, business to business, décidément, il faut que j'arrête de bouger ma télécommande, je vais la poser. Ah oui, c'est l'écran, bien. Et B2C, c'est quand vous commercez avec des particuliers. En Italie, ils ont les 3 coches vertes. Vous voyez que les autres pays ont la coche verte comme la France sur la partie gouvernementale. Pour ceux qui travaillent dans des métiers où effectivement ils ont à émettre des factures pour l'administration, vous savez qu'il faut passer par le site Chorus Pro.
Vous ne pouvez plus aujourd'hui émettre une facture pour une mairie ou pour autrement que ça. Ça, c'est déjà fait en France. Par contre, le B2B, on est en train d'y aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Un certain nombre d'entreprises, de grosses entreprises, émettent déjà des factures sous format électronique. C'est ce que je vous disais, communication de machine à machine, ça existe déjà. Mais par contre, c'est pas obligatoire. Nous, l'objectif, c'est effectivement de le rendre obligatoire. La loi est votée, donc de toute façon, on reviendra plus sur le sujet. Et sachez que la loi a déjà été décalée. Et le timing que je vous ai présenté là, il sera plus décalé. C'est pas possible. Enfin, très clairement. Donc ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà, un petit peu pour ce qui se passe au niveau européen. Qu'est-ce qu'une facture électronique? Alors, pour les termes, c'est important que vous sachiez, c'est ce qu'on appelle du e-invoicing. En fait, on envoie de manière électronique une facture. C'est une facture qui est émise, transmise et reçue sous forme dématérialisée. Donc là, on reprend ce qu'on disait tout à l'heure avec notre PDF. C'est une facture qui comprend un socle minimum de données sous forme structurée qui la différencie des factures papier. C'est-à-dire qu'en fait, dans un PDF, vous avez des informations qui sont simplement lisibles. Dans une facture électronique, vous aurez des informations, celles que vous verrez dans votre PDF, lisibles, mais par contre des informations qui sont structurées, c'est-à-dire que la machine peut aller lire, parce qu'on va lui dire le numéro SIRET, il est là, la date, c'est ça, le montant hors taxe, c'est ça, etc., etc. Ces informations seront dans le dur, dans le fichier XML dont je parlais tout à l'heure, ce qui va permettre à une machine de le lire. La facture, elle est adressée au client, et c'est ça le gros problème, par l'intermédiaire d'une plateforme de dématérialisation. Donc, si on revient sur notre business to gouvernement, dans le gouvernement, vous allez aujourd'hui déposer votre facture sur Chorus Pro. Et bien là, on va être soit dans le même schéma, soit sur une plateforme privée. On va vous exposer tout à l'heure la différence. L'administration fiscale récupère les données extraites des factures par les plateformes. Donc on a un schéma pour tout ça, ça va être beaucoup plus clair. Le terme invoicing est donc employé pour désigner la facture électronique. Deuxième chose, vous avez aussi des transmissions d'informations à l'administration, ce qu'on appelle le e-reporting. Ça, c'est un fichier qui est émis, transmis et reçu sous forme dématérialisée. C'est un fichier qui est adressé à l'administration par l'intermédiaire d'une plateforme. Et le terme e-reporting est la transmission à l'administration d'informations relatives à des opérations commerciales, échéances, taux de TVA, qui ne sont pas forcément concernés par la facturation électronique. Autre chose, on ne se le dit pas là, mais on parlait tout à l'heure de délai de paiement. L'administration, ce qui l'intéresse, c'est de savoir à quel moment la facture est censée être payée. Donc ça, c'est des informations dont ils vont pouvoir disposer au moment où vous allez envoyer ce type d'informations en e-invoicing ou en e-reporting. Il s'agit donc des opérations de vente et de prestation de services avec des particuliers. Donc simplement, on revient en arrière. E-invoicing, vous allez être concerné quand vous allez vous adresser à des professionnels. E-reporting, vous allez être concerné quand vous allez vous adresser à des particuliers. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui a des clients particuliers et qui a des entreprises comme clientes, elle va être obligée de faire de la facture électronique pour ses clients professionnels et du e-reporting pour ses clients particuliers. Qui est concerné par la réception des factures? Alors, il y a un joli tableau, mais on va faire simple, tout le monde. La réception des factures, ça concerne tout le monde. Le kiné, le médecin, l'entreprise artisanale, le commerçant, tout le monde aujourd'hui est concerné par la réception. Alors on a mis des exemples ici, mais ça veut dire que, en fait, on parle d'entreprises assujetties à la TVA pour le e-invoicing, je vais revenir dessus. Là-dedans, vous avez des redevables, donc la plupart des entreprises qui sont redevables de la TVA, mais vous avez aussi des non redevables. Vous avez aussi des entreprises qui sont dans des opérations exonérées de TVA, les professions de santé, qui a priori pourraient se dire ok, moi je ne rentre pas dedans. Oui, vous ne rentrez pas dedans pour l'émission de la facture, par contre pas pour la réception. Pourquoi? Parce qu'un professionnel qui vous adresse une facture, alors même que vous n'êtes pas obligé d'en émettre, de toute façon vous n'aurez pas le choix que de les réceptionner. Donc on prend l'exemple d'Exaltis, je suis soumis à TVA, à partir du moment où j'émets une facture à un de mes clients, quelle que soit sa situation, je n'aurai pas d'autre choix que d'émettre ma facture sous format électronique. Donc le client qui soit soumis à TVA ou pas, il n'aura pas d'autre choix que de réceptionner ma facture sous format électronique. Donc c'est là où tout le monde est concerné. Si par contre on parle de l'émission de facture, alors le tableau, je vous rassure, toutes les informations dont je parle ici, non seulement il y a un film, mais en plus on vous retransmettra tout ça. Donc si vous êtes dans ce schéma-là, c'est-à-dire que votre entreprise, elle est assujettie à la TVA. Donc on va dire là-dedans artisans commerçants, ou les bénéfices non commerciaux qui sont assujettis, par exemple, comme un avocat
une entreprise qui fait de l'étude ou du conseil va être dans ce schéma-là. À partir du moment où vous émettez des factures électroniques pour des clients professionnels, c'est là où on parle de B2B, donc pour des clients qui sont assujettis à la TVA, et à ce moment-là, vous êtes obligé de faire de l'e-invoicing, donc d'émettre une facture électronique. À partir du moment, toujours pareil, où vous êtes assujetti à la TVA, mais que vous êtes dans un schéma de facturation auprès d'un particulier, par exemple, je prends particulier, mais ça peut aussi être auprès de professions médicales, auprès d'associations à but non lucratif, vous serez obligé de faire du e-reporting. Ceux qui ne sont pas concernés par l'émission de factures électroniques, ce sont toutes les professions qui, elles, sont dans des opérations exonérées de TVA. Soyez rassurés, il n'y en a pas beaucoup. Ça va être les professions de santé, donc kinés, médecins, les prestations d'enseignement, les opérations bancaires et d'assurance, ou tout simplement les associations à but non lucratif avec une gestion des intéressés. Donc en gros, ici dans la salle, personne qui est concerné par ça. Donc ceux-là, ils seront concernés par rien de tout ça. Par contre, ils seront quand même obligés de réceptionner les factures. On est bon là-dessus? Il y a des questions pour l'instant? Alors justement, qui est concerné? Là, on a mis un petit exemple. Ne sont pas concernés par l'émission de factures électroniques les médecins kinés, mais ils sont concernés par la réception. Un boulanger qui envoie une facture à un médecin, donc on est sur une profession en face de lui qui est effectivement pas soumise à TVA. Il ne sera pas obligé de passer par le flux de factures électroniques, mais par contre, il sera concerné pour ce client-là par l'e-reporting. Donc la difficulté, ça va être effectivement de dire, ok, lui, c'est l'e-reporting, ça, c'est des logiciels qui vont le gérer pour répondre à votre question, c'est clairement. C'est pas vous qui allez le gérer. Par contre, ça veut dire qu'il faut avoir le logiciel. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'il y a des clients aujourd'hui qui n'ont pas encore de logiciel, qui font des choses sur Excel, sur Word, et ça, techniquement, c'est plus possible. C'est-à-dire que d'ici un an, on ne pourra plus. Donc nous, notre objectif, il est d'anticiper le sujet pour dire tous ceux qui ne sont pas encore équipés, il faut y songer. Dans les faits, cela va forcément complexifier la gestion, parce que c'est ce que je vous dis, dans le sujet aujourd'hui, on va continuer à recevoir des factures papier, on va recevoir toujours des factures PDF qui sont des factures dématérialisées, on va recevoir toujours des factures qu'on sera obligé d'aller chercher sur les sites, et en même temps, à côté de ça, on va encore recevoir des factures électroniques. Donc aujourd'hui, vous allez rajouter un flux de plus de factures. Et nous, la difficulté, c'est de vous sensibiliser à tout ça, parce qu'aujourd'hui, on a déjà beaucoup de mal à récupérer toutes les factures chez tout le monde. On va encore avoir plus de difficultés si on ne prend pas les bonnes décisions ensemble maintenant. Donc, quelles seront les factures conformes? Évidemment, je viens de le dire, un PDF, c'est plus conforme, un Excel, un Word, un JPEG, c'est plus conforme. Donc à partir de 2026, pour vous tous ici, vous ne pourrez plus émettre de factures sous cette forme-là. Donc 2026, c'est pas demain matin non plus. Les factures conformes, alors celle dont je parlais tout à l'heure, c'est la fameuse facture X. Facture X qui est donc un PDF que vous pouvez lire avec un fichier XML qui effectivement comprend ces données structurées qui sont lisibles par la machine. Mais il existe déjà ces trois formats aujourd'hui, il existe déjà, les très grandes entreprises l'utilisent déjà, ce qu'on appelle l'EDI, le C2I ou l'UBL. C'est des formats qui existent déjà, qui sont déjà des formats de facture électronique. Donc aujourd'hui, une entreprise qui utilise ce format, qui a un client très grosse entreprise qui utilise le même format, elle s'envoie les factures comme ça, elle ne s'envoie pas des factures papier. Donc voilà, ça c'est des formats qui existent. Moi j'ai tendance à penser que sur la typologie de structure que vous avez, on sera à peu près tous sur la facture X. En résumé, alors ça c'est un anagramme, facteur et facture. L'un distribue l'autre, mais plus pour longtemps. Ouais. Le facteur a fini de distribuer des factures. Je vais vous parler des plateformes maintenant. Quelles sont les plateformes existantes? Alors, les plateformes qui vont exister. Aujourd'hui, il en existe déjà, mais comme dit, il vaut mieux pas y aller. Il existera deux types de plateformes. Les plateformes publiques de facturation, donc ce qu'on appelle PPF, comme Chorus, et les plateformes de dématérialisation partenaires, ce qu'on appelle des PDP. Donc on va vous donner la différence entre les deux. Là, vous allez avoir un vendeur et des acheteurs. Ici, on va prendre l'exemple d'une entreprise A qui émet une facture à une entreprise D et une entreprise A qui émet une facture, il faut que j'arrête de toucher cet écran, à une entreprise B. Si l'entreprise A, elle est sur une PDP, donc sur une plateforme privée, elle a fait le choix d'aller sur une plateforme et pas d'aller sur Chorus.
Notre entreprise D, elle, par contre, pour l'instant, elle n'a pas choisi de plateforme. Elle est donc sur Chorus, ce qu'on appelle le portail public. D'accord ? Notre entreprise A va déposer sa facture. Donc là, vous êtes dans le schéma de A à D. Donc on est ici dans la flèche orange. Elle va déposer sa facture sur sa plateforme. Alors, je dis elle dépose. Si elle a un logiciel, en général, elle va appuyer sur son bouton, ça va arriver directement dans la plateforme. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Je dis à mon avis parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de certitude là-dessus. Comme les plateformes sont en cours de fabrication, si je puis dire, de développement, c'est pas encore complètement clair. Mais très logiquement, vous allez émettre votre facture sur votre logiciel qui va l'envoyer sur la plateforme. La plateforme va consulter le portail public par le biais de l'annuaire, c'est la petite flèche jaune, va aller dire ah bah tiens, moi j'ai une facture au numéro SIRET suivant, où est-ce qu'il faut que je la dépose? On va lui renvoyer l'information qu'en fait c'est sur cette plateforme-là, et donc la plateforme va déposer, pardon, j'étais à D, excusez-moi, on va envoyer du coup la facture sur le portail public, puisque tout simplement, il n'y a pas d'autre plateforme, on sait que c'est le portail public le distribue à D, et en même temps, elle va faire ça, elle va envoyer ici, en bleu, ce qu'on a ici écrit, transmission des données, extrait des factures, ce qu'on vous a dit, communication à l'administration. Si on prend l'entreprise A qui facture notre entreprise B, donc là on est sur plateforme privée à plateforme privée. Toujours pareil, la facture est déposée ici, on consulte l'annuaire sur le portail public qui va lui dire ah ben non, c'est sur cette plateforme-là, la facture va aller ici, qui sera redistribuée à B. Mais par contre, je suis pas fait pour ces écrans moi. Mais par contre, ce qui va se passer, toujours pareil, hop, redescendre de l'information ici qui redescend ici. C'est-à-dire à chaque fois qu'on dépose une facture sur une plateforme, ça redescendra quoi qu'il arrive à l'administration. Vous avez d'autres schémas ici, l'entreprise C qui est sur la plateforme publique, l'entreprise D qui l'est, ça fera comme ça, et inversement, ça fera comme ça. En gros, voilà, le schéma, c'est que quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, de toute façon, l'information passera par la plateforme publique, ne serait-ce que pour déverser les informations à l'administration, et de toute façon, pour consulter l'annuaire, pour savoir effectivement où est-ce qu'il faut le faire. Alors, comment anticiper? Pour nous, c'est de choisir une PDP pour réceptionner les factures avant le 1er juillet 2024. C'est ce qu'on vous dit, vous avez jusqu'en juillet 2024 pour dire à l'administration. Alors, je dis juillet, vraisemblablement de ce qu'on entend aujourd'hui, ce sera même plus tôt, ce sera plutôt avril. On vous demandera à un moment donné de vous dire, voilà, où est-ce que vous voulez déposer vos factures, mais éventuellement aussi les réceptionner. Et ça, c'est seulement si vous voulez vous inscrire sur une PDP. Si vous ne vous inscrivez pas sur une PDP, par défaut, vous serez inscrit sur la PPF. Donc, ou vous choisissez une plateforme privée, ou vous serez par défaut sur la plateforme publique. Alors, ce n'est pas une sanction d'être sur la plateforme publique, mais vous allez voir qu'il va y avoir des petites différences. Une plateforme partenaire, donc PDP, donc privée, elle engendre un coût, ça c'est sûr, je peux vous le dire dès aujourd'hui, il y aura un coût. À chaque fois que vous déposerez une facture, vous paierez quelque chose. Ça c'est certain. Mais par contre, il va y avoir des services, et c'est ça la grosse différence. Déjà, on a la possibilité, dès aujourd'hui, sur les plateformes, de dire, moi je continue à émettre mes factures en facture Excel ou Word. À partir du moment où je les dépose sur la plateforme privée, elle a un outil qui permet de les transformer en facture X. Donc finalement, la personne qui aujourd'hui a une clientèle majoritairement composée de particuliers, qui elle va être dans du e-reporting, et qui a quelques clients professionnels, est-ce qu'on va aller investir dans un logiciel juste pour émettre quelques factures? Aujourd'hui, vraisemblablement, on ne serait pas obligé de le faire, puisqu'on peut prendre une plateforme qui, elle, va transformer votre facture non conforme en facture conforme. Donc ça, c'est déjà le premier sujet sur les plateformes partenaires. Autre chose, elle va bénéficier d'un coffre-fort numérique et d'outils de signature électronique. Donc en fait, on va donner un cachet à votre facture qui va lui donner une certaine sincérité, qui va dire que votre facture, elle est authentique. Merci, l'authenticité, c'est le terme que je cherchais. Votre facture est authentique et finalement conforme à l'original. Et en plus, on peut la garder. Et nous, on va vous assurer en tant que plateforme de vous la conserver pendant 10 ans, dans un coffre-fort. Donc c'est infalsifiable, il n'y a pas de danger. Chorus Pro ne fait pas ça. Il faut qu'on soit très clair. Donc là, la grosse différence, elle va être là. C'est que vous allez avoir du service, vous allez pouvoir conserver vos factures, vous allez vous assurer un certain nombre de choses. Alors, on ne l'a pas mis ici, si on l'a mis, pardon, voire de moyens de paiement.
C'est-à-dire que les plateformes, c'est déjà applicable aujourd'hui sur les plateformes que j'ai vues. En fait, elles vont vous proposer d'avoir toutes vos factures qui arrivent dedans, et puis vous pourrez dire, tiens, celle-ci je suis OK, celle-ci je suis OK, celle-ci je suis OK, allez, boum, j'appuie sur un bouton paiement, et c'est payé. Et vous n'avez pas besoin de passer par votre compte bancaire, de faire un tas de papiers. Donc c'est du service qui aura un coût, mais qui fera gagner du temps. Là, on n'y est pas du tout. Chorus Pro, donc la facture, la plateforme publique, elle ne va pas gérer l'information des encaissements et des flux. Donc ça, c'est aussi important. Je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir donner l'information de savoir quand votre facture a été payée. Ça, par une plateforme, ça pourra se gérer. Par la plateforme Chorus, il faudra se reconnecter, dire « Ah, vous faites la facture de Monsieur Dupont là, de 300 €, c'est bon, je l'ai payé aujourd'hui. » Vous imaginez le délire, quoi. Donc autant vous dire que personne ne restera sur Chorus. Ça ne permet pas de gérer, ça aussi c'est important de se le dire, c'est que vous allez avoir, on vous l'a dit, du e-reporting, et Chorus Pro ne va pas le gérer ça. Il ne gère pas le flux en B2C, il va gérer le flux en B2B. Donc sur Chorus, on ne va pas pouvoir tout gérer. Donc de toute façon, ce qu'on est en train de vous dire là, de manière très claire, c'est qu'il va falloir, pour très grand nombre d'entre vous, aller sur une plateforme privée. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour pouvoir vous dire, il va falloir anticiper le sujet, en discuter. Et puis moi, comme vous êtes nombreux, je ne vais pas pouvoir faire le tour et passer 3 heures avec chacun de vous pour en discuter, parce que ça va prendre du temps et que, mine de rien, 1 an, ça passe très vite. Est-ce qu'on est clair sur tout ça? Bon, vous avez le support, on vous le redonnera. Comment on peut vous accompagner? Alors sur un certain nombre de sujets qui sont en rapport avec la facturation électronique ou pas. Évidemment, à vous aider à choisir une PDP. Alors pour être clair avec vous, nous, ce qu'on envisage de faire, c'est de choisir une PDP et vous la proposer. Pour la grande majorité, ça fera très bien l'affaire. Mais vous pouvez avoir des activités spécifiques. Je prends un exemple, une pharmacie. Les pharmaciens, ils ont des fournisseurs très spécifiques. Ils ont aujourd'hui des logiciels spécifiques, donc ils vont avoir des PDP spécifiques à leur métier, pour que effectivement tous les flux relatifs à la pharmacie soient là-dedans. On ne va pas forcément avoir le même service sur une PDP, entre guillemets, plus basique. Mais nous, globalement, ce qu'on va faire, c'est aujourd'hui, on est déjà en train de regarder, mais c'est d'arriver vous voir courant de l'année pour vous dire, voilà, nous, on a vu cette PDP. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez tester. Il y aura un petit coût, parce qu'évidemment, vous payez à chaque fois qu'il y a une facture. Aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de coût parce que les choses ne sont pas du tout claires sur le sujet, mais en tout cas, on sait qu'il y aura un coût. Vous testez, si ça ne vous convient pas, vous passez à une autre plateforme. Mais l'idée, c'est effectivement que vous vous disiez, OK, ça me convient, ça va très bien, et on reste là-dessus. Nous, pourquoi on veut choisir une plateforme et vous la proposer? Parce qu'on veut surtout s'assurer que ça fonctionne aussi bien avec nos logiciels. Parce qu'il y a des plateformes qui vont bien fonctionner, d'autres pas forcément. Donc l'objectif, c'est quand même que dans le flux de l'information, ça fonctionne plutôt bien. On va donc vous accompagner aussi dans le paramétrage de la PDP, puisqu'il y aura aussi quand même des choses à paramétrer, dans le choix et la mise en place d'un logiciel de facturation si nécessaire, c'est-à-dire ceux qui effectivement aujourd'hui font encore de la facture Word, Excel, ils se disent bon finalement il est temps de passer à autre chose, on peut vous accompagner et vous aider dans ce choix-là. Dans le suivi de votre trésorerie, donc ça c'est évidemment soit avec la PDP, vous faites le choix vous de le faire. Nous on a déjà des clients qui aujourd'hui nous confient leur trésorerie, c'est-à-dire qu'en fait on sait exactement où on en est en termes de trésorerie, c'est nous qui suivons l'activité puisqu'on sait exactement ce qui se passe, on est capable de l'anticiper et c'est nous qui nous occupons de faire les paiements pour eux. Donc on est déjà dans ce schéma-là. On peut aussi faire de la relance client, on peut vous aider dans les travaux de secrétariat pour ceux qui ne s'en sortent plus ou tout simplement en tant que responsable administratif interne à temps partagé et enfin vous faciliter la gestion au quotidien. Et parmi ça, on va vous proposer un nouvel outil. Donc moi j'ai fini sur les plateformes et sur la facture électronique.